d'actualité, un peu brûlant. Il y a eu pas mal d'événements ces dernières semaines qui nous ont conduits à vous proposer cette, ce petit webinaire atelier autour des sujets de la cybersécurité. Je vais faire une introduction rapide pour vous présenter GoWithYou. Ensuite, on aura la chance d'avoir Louis Nogès, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui nous parlera plutôt de concept, le zéro trust ou comment créer une raisonnable confiance. Ensuite, on aura Vincent Dos Santos de GoWithYou qui nous parlera de Chrome OS et de Chrome Entreprise. Et enfin, on aura Sylvain Claudel, qui est le directeur technique de GoWithYou, qui nous parlera des bonnes pratiques à mettre en place avec Google Workspace. Et ce sera un atelier plutôt très pratique. En conclusion, on traitera les questions si vous en avez, et puis on annoncera un concours qu'on lance cet après-midi à 14 h. Voilà pour la feuille de route. On a prévu de tenir en 45 minutes pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc, en 2 mots, donc moi, je suis Patrick Leroux, je suis le CEO, cofondateur de GoWithYou. GoWithYou, c'est une entreprise qu'on a créée il y a maintenant 10 ans avec mon frère jumeau Claude. Et l'idée initiale, en fait, c'est de contribuer à une évolution positive de la société par la mise en œuvre de solutions collaboratives, mobiles et innovantes. Alors, évolution positive, quand on met ça au regard de la cybercriminalité, il y a pas mal de sujets anxiogènes qui sont véhiculés par les médias. Et nous, volontairement, on a choisi de mettre ce webinaire sous un angle plutôt optimiste. Donc, Louis parlera bien de ça. Sinon, pour présenter GoWithYou, en fait, on est partenaire de Google depuis 10 ans, donc, et on intervient sur les 3 grandes familles de solutions proposées par Google Cloud, à savoir Google Workspace, la solution plateforme collaborative, Google Cloud Platform. On est surtout sur les parties infra, nous, et puis enfin l'offre Chrome Entreprise. On est le premier revendeur aujourd'hui de Chrome Device en France. Donc, c'est un sujet qu'on apprécie particulièrement également. Et pour situer, on a plus de 200 clients aujourd'hui en France et j'ai envie de dire dans le monde, puisque un de nos clients les plus prestigieux, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qu'on a la chance de servir, mais on a la chance de servir tous nos clients avec à chaque fois une ambition d'expertise et d'accompagnement au changement. On est très dans la pédagogie pour adopter les bons usages et bien exploiter toutes ces solutions. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Louis. Je suis très heureux que Louis ait accepté notre proposition d'intervenir sur ce webinaire. On se connaît depuis longtemps avec Louis. Et il a toujours, je ne sais pas si vous connaissez son blog, je vous incite à vous abonner à son blog, mais il a toujours un regard très pertinent. Donc, Louis, je te laisse la parole. Patrick, il faudrait que tu arrêtes de présenter. Oui, je vais arrêter de présenter. Et voilà. Je vais arrêter de présenter. Merci. Merci. Et c'est à toi. OK. Bien, bonjour à toutes et merci à GoWithYou de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc, on va parler de cybersécurité et comme vous le voyez apparaître sur cette slide, le mot confiance est un mot qui apparaît. S'il y a une seule idée à retenir de ce que je vais vous dire, bon, on est face à des attaques de cybercriminels très performants. Oui, c'est un sujet important, mais ça n'empêche qu'il faut avoir une vision optimiste du sujet. Et pour être en cohérence avec tout ce que l'on va faire, j'interviens évidemment sur un Chromebook avec Google Workspace Slide comme logiciel et dans le navigateur Chrome avec les logiciels MIT. Donc, si vous voulez, je pratique aussi ce dont on va parler ici. Donc, comment créer la confiance numérique dans vos organisations? Alors, les cyber-risques existent. Ils sont de plus en plus importants, de plus en plus sophistiqués. Et hier, j'ai écouté une conférence sur la cybersécurité qui passait son temps à parler des catastrophes qui arrivent. Bon, évidemment qu'on peut parler des catastrophes, mais ce n'est pas vraiment
ma façon de voir les choses. Alors voilà quelques chiffres, juste pour citer les ordres de grandeur. On prévoit qu'il y aura 18 milliards d'euros de pertes liées simplement au ransomware dans l'année qui vient, l'année 2021. Le marché de la cybersécurité est très important, vous voyez 220 milliards. Il y a quand même un chiffre qui me surprend, c'est que si on dépense 220 milliards pour se protéger de 18 milliards, il y a peut-être un décalage surprenant entre le montant des dépenses par rapport au montant des pertes évitées. Mais il y a bien sûr d'autres pertes que le ransomware. Alors, l'essentiel du marché aujourd'hui, des acteurs de ce marché, sont des personnes qui sont là pour créer ce que j'appelle la cybertrouille, c'est-à-dire vous faire peur. Le séminaire auquel j'assistais hier, bon, voilà, il y a des cas, ça marche pas, et leur métier, c'est de vendre la trouille, de vendre la peur pour essayer de vous proposer des solutions. Moi, je pense que c'est pas très positif et qu'il faut essayer d'être beaucoup plus tourné vers l'action positive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer et ne pas être bloqué dans ces actions? Donc, moi, je pense qu'il faut créer la confiance. C'est ça l'objectif. Vous voyez ici des personnes qui essayent de traverser, et puis il y a des personnes qui soutiennent une espèce de pont provisoire. Et le message le plus fort de mon intervention, c'est que les solutions qui permettent de créer la confiance existent en 2021. Elles sont même pléthoriques. Et d'ailleurs, GoWithYou vous présentera quelques-unes des solutions sur lesquelles il travaille. Dans l'ancien monde, quand on faisait de la sécurité informatique, on était dans un système assez traditionnel. On avait un poste de travail, hein, que vous voyez ici, là. Voilà, donc, vous avez un poste de travail qui est un PC, un Chromebook ou un smartphone. On se connecte au travers d'un VPN, un réseau privé virtuel. On chiffre la communication. On arrive sur un centre de calcul privé. On passe au travers d'un pare-feu. Mais une fois qu'on est dedans, tout est accessible. Ce modèle est totalement obsolète. Il faut faire autrement. On va voir comment il faut évoluer. Ce modèle ne fonctionne plus dans le monde moderne. Et c'est ce qui explique les catastrophes, parce que si quelqu'un arrive à rentrer dans votre centre de calcul en interceptant la communication, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, le nouveau modèle de confiance se base en priorité sur le cloud public, sujet sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années. Alors, le cloud public a clairement défini comment les rôles sont répartis. Les acteurs du cloud public prennent en charge ce qu'on appelle la sécurité du cloud, le réseau, les serveurs, tout ce qui va à l'intérieur du cloud. Et les jeux sont faits en 2021, il y a 3 acteurs principaux, Azure, Google et Amazon, peu importe l'ordre dans lequel ils sont présentés. Et donc, avec ces 3 acteurs, eux vous garantissent une sécurité exceptionnelle de leurs infrastructures. Ils ont tous ces acteurs, 1000, 2000 ou plus, spécialistes de la sécurité à temps plein, qui ne font que ça. Et donc, personne ne peut lutter contre leurs compétences, leur efficacité dans ce domaine. Par contre, vous, entreprise, vous êtes responsable de ce que vous faites dans le cloud. Et ça, c'est pas à eux de jouer. Si vous donnez un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 à un collaborateur et qu'il rentre sur le système, eux n'y peuvent rien. Donc, vous avez une responsabilité de ce que vous faites dans le cloud, et les acteurs du cloud vous garantissent des infrastructures hyper protégées, mieux que vous ne pourrez jamais le faire. Donc voilà un peu la référence maintenant bien connue dans ce marché. Alors, on parle de zéro trust aujourd'hui. L'idée de zéro trust est relativement simple. On ne fait confiance à rien lorsqu'on travaille dans le cloud. Alors, il y a 5 grandes fonctions principales. D'abord, qui se connecte, la personne. Est-ce que c'est bien Louis Nogès qui se connecte? Comment le vérifier? Est-ce que son outil, son Chromebook, son smartphone est sécurisé? Comment on peut le vérifier? Est-ce que le réseau qu'il utilise, qu'il traverse, est chiffré? Est-ce qu'il accède à des applications sécurisées et à des données sécurisées? Donc, chacun de ces 5 domaines doit être protégé cas par cas de façon différente. Et c'est bien ça l'idée du zéro trust. Donc, le zéro trust, on va commencer, certains d'entre vous ont peut-être encore des centres de calcul privés ou des hébergements traditionnels historiques. Voilà, donc ça, on ferme. Aucune entreprise en France ne doit avoir en 2021 un centre de calcul opérationnel à la fin de l'année. Voilà, même les plus grands. Alors, les petites, n'en parlons pas. On est incapable de les gérer. Mon entreprise, moi j'ai des entreprises qui s'appellent Wheezy et autres, on est 100% sur le cloud public, c'est une évidence, on n'a pas à gérer la sécurité des infrastructures. Par contre, on va donc sur le cloud public, ça c'est un préalable, sinon on ne peut rien faire de sérieux. Et donc, la fonction Zero Trust, l'ensemble des fonctions Zero Trust font tout ce que dont nous,
utilisateurs, devons apporter comme valeur pour sécuriser. On va d'abord sécuriser les personnes, ce qu'on appelle multifacteur authentification, vérifier, alors il y a différentes techniques, on ne rentrera pas dans les détails, on envoie un SMS, l'empreinte digitale, il y a différentes techniques, les tokens, pour vérifier que c'est bien Louis Nogès. Ensuite, il faut vérifier l'objet, le sécuriser, ce qu'on appelle les EMM, Entreprise Mobile Management, des outils qui gèrent la sécurité du device, de l'objet, et ils ne font que ça. Ensuite, on sécurise les réseaux Wi-Fi ou autres, 4G, 5G, avec des pare-feux pour protéger le réseau. Et ensuite, on va avoir ce que l'on appelle le single sign-on, qui permet de sécuriser application par application, et non pas comme avant globalement, les usages. Louis Nogès, il a droit à une application de CRM s'il est commercial, ou de finance s'il a la direction des budgets, mais peut-être pas les autres. Et il peut avoir des droits différents selon l'endroit où il est. Quand je suis en déplacement, j'ai peut-être moins de droits que quand je suis dans mon bureau. Et donc, bien sûr, ça permet aussi, parfois, on a besoin de se connecter à un annuaire, le plus célèbre étant Active Directory, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, voilà les principales fonctions que vous, entreprise, vous devez pouvoir proposer pour garantir une confiance raisonnable depuis la personne jusqu'à l'accès au cloud public. Et ça, les acteurs du cloud ne le feront pas pour vous. C'est à vous de prendre en charge ce Zero Trust. Alors, la situation actuelle, elle est très intéressante. L'offre est très, très en avance sur les usages. Il y a beaucoup plus d'offres que de personnes qui les mettent en œuvre. Et j'entends beaucoup d'entreprises, oui, on n'est pas sécurisé, mais pourquoi vous ne les mettez pas en œuvre? Il y en a plein et il y a un décalage ahurissant. L'offre est très, très en avance. Juste pour illustrer, et rassurez-vous, je ne vais pas vous les présenter en détail. Voilà par exemple une liste faite par CB Insight, c'est une société américaine d'investissement qui représente déjà 80 solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pour apporter de la sécurité. Vous voyez, on retrouve sur le cyber-risque, sur le behavioral, sur le cyber-risque, la sécurité des mobiles, l'identity management et autres. Je ne vais pas faire le tour. Mais donc, l'offre n'est plus le problème. Si vous cherchez des solutions et que vous cherchez raisonnablement, vous en trouverez beaucoup. La plus grosse difficulté, et je ne vous cache pas que c'est une de mes difficultés, c'est de connaître l'offre. Sur cette liste que vous voyez, je ne connais pas plus de la moitié des offres. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les connais pas toutes. Personne ne les connaît toutes. Il y en a beaucoup. Mais quand même, il y en a quelques leaders. Donc, on va essayer, juste pour illustrer et concrétiser, parler de quelques-uns des grands leaders dans ce domaine. Donc, prenons les produits les plus connus, les plus souvent utilisés, en particulier en France. Bon, le MFA, multifacteur, un des plus simples, un des plus connus, c'est Google Authenticator, qui a le gros avantage d'être totalement gratuit et qui permet d'avoir une authentification de la personne avec un code supplémentaire à passer. Il fonctionne très bien depuis des années. Il y en a d'autres, hein. Encore une fois, j'en cite un ou deux à chaque fois. OneSpam est une autre remarquable solution. Pour les EMM, bon, il y a des produits pas comme Mobile Iron qui sont très connus. Il y en a des plus jeunes. Wheezy EMM, c'est une des solutions que nous avons développées avec mon entreprise Wheezy, qui est 100% spécialisée sur les devices Android. Donc, nous avons fait le choix de fournir un EMM pour Android. Il y a d'autres solutions pour iOS ou pour Chromebook. Nous, on a choisi, voilà. Et donc, l'offre, là, c'est pareil, il y a une vingtaine de solutions d'EMM sur le marché. Le SSO, 3 grands noms, il n'y en a pas des milliers, Okta, OneLogging, Ping, ils sont tous bien. Lequel est le meilleur? Bon, ça, il y a des débats là-dessus. Chacun d'entre vous devra faire un choix. Au bout d'un moment, Peugeot, Renault, Citroën, bon, il y a des bons produits, bon, on fait des choix sur des paramètres, mais globalement, ils sont tous très, très performants. Le chiffrement, c'est pareil, il y a des produits externes comme CipherCloud, Google fournit sa clé de chiffrement, Amazon fournit sa clé de chiffrement qui s'appelle KMS, et donc vous avez donc là la capacité de chiffrer les données à l'intérieur des clouds de façon extrêmement sophistiquée. Pour les firewalls, c'est un domaine où il y a une offre un peu plus légère. Il y a un produit archi-dominant qui s'appelle Zscaler, qui est utilisé par la grande majorité des entreprises qui ont fait un basculement sur le cloud, qui est un firewall dans le cloud auquel on peut traverser depuis chez soi, en mode travail à distance, depuis son bureau, depuis un hôtel, depuis n'importe où. Donc, voilà quelques offres qui existent. Encore une fois, le message simple que je veux passer, l'offre existe. Et souvent, ce sont des entreprises extrêmement importantes, extrêmement solides. Par exemple, Okta est coté en bourse 27 milliards de dollars, Zscaler 34 milliards de dollars. Donc, il ne s'agit pas de micro-entreprises. Donc, vous avez une chance extraordinaire,
Si vous voulez sérieusement sécuriser, vous protéger de la cyberattaque, vous avez plein de solutions disponibles. Donc, le problème de l'offre est réglé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, j'ai mis ici une des rares fois où la France a gagné la Coupe Davis. Vous avez au milieu, vous reconnaissez Noah, qui était l'entraîneur de l'équipe. Il y avait des joueurs. Eh bien, en fait, le RSSI de demain, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, je le vois un peu comme un sélectionneur, comme le faisait Noah ici. Il a choisi des joueurs. Le sélectionneur, c'est pas lui qui va jouer, mais il va choisir les produits. Et donc, vous allez avoir à faire la même chose, choisir, sélectionner parmi une offre pléthorique, quelles sont les solutions qui vous paraissent les plus importantes, les plus raisonnables. Sachant bien sûr que toutes ces solutions ont un coût, et donc il faudra tenir compte de ça. Au bout d'un moment, on peut mettre une porte blindée qui vaut 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros. Quel est le niveau raisonnable de la porte blindée qu'on va choisir? Mais le rôle du RSSI, ce n'est pas de faire, c'est de sélectionner parmi une offre totalement pléthorique ce qui existe. Donc l'objectif raisonnable que je pense possible d'atteindre et que nous atteignons avec nos clients, si on choisit une infrastructure cloud publique et qu'on met en place des solutions zéro trust, on va réduire de 99% ou plus les risques. On ne les réduira jamais de 100%. Mais l'idée, c'est de les réduire de 99% et de créer la confiance. Voilà, il n'y a pas de solution 100%, ça n'existe jamais. On prend l'avion, c'est plus sûr qu'une voiture, mais il y a quand même des crashs. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer une sécurité raisonnable. Donc je résume un peu comment on peut travailler. Vous avez les deux axes, l'infrastructure et les usages. Dans les infrastructures, les jeux sont faits, on s'appuie sur les leaders du marché, Google, Amazon et Azure. Et pour les usages, vous choisissez des solutions zéro trust. Et encore une fois, c'est votre métier. Et voilà. Alors, moi, pour terminer, qu'est-ce que je fais là-dedans? Mon métier, moi, je suis dans le numérique depuis très longtemps. J'ai mon blog, j'ai tout ça. Mon cœur de métier, c'est le numérique. Fondamentalement, je m'occupe de transformation numérique. Je travaille aussi beaucoup depuis 3-4 ans sur la frugalité numérique, comment faire du numérique bon pour la planète, et on peut faire les deux en même temps, et comment le faire en confiance, on vient d'en parler. Et donc, le message de synthèse, on peut faire une transformation numérique performante, frugale et en confiance. Voilà. Alors, j'ai même écrit pour en parler un ouvrage qui s'appelle Dirigeants acteurs de la transformation numérique avec Dominique Maucly, qui est le PDG d'une entreprise française. Donc, voilà un peu, si vous voulez, comment on peut travailler. Je pense que le message positif pour terminer, la confiance, la frugalité et la transformation, en même temps, les trois, c'est possible. Voilà. Merci pour votre attention et je repasse donc la parole à nos amis de GoWithYou. Merci Louis. J'arrête de vous présenter, voilà. Voilà, parfait. Donc, je te remercie pour ton intervention et du coup, je vais rentrer un petit peu dans le concret en expliquant comment, avec les solutions que nous proposons chez GoWithYou aujourd'hui, on peut répondre justement à ce besoin grandissant en termes de sécurité, notamment avec du coup la structure de Chrome OS, mais aussi avec les usages, parce qu'on parle de Zero Trust, donc avec les usages qui sont bons à paramétrer pour vos utilisateurs. Donc avant ça, je vais me présenter rapidement. Je suis Vincent Dos Santos, Business Development Manager chez GoWithYou et en charge surtout de la partie commerciale. Je me ferai donc un plaisir de vous accompagner sur vos projets. Et on va pouvoir passer maintenant au vif du sujet, donc Chrome OS et Chrome Enterprise. Donc, si vous ne connaissiez pas encore Chrome OS, aujourd'hui, cela devrait changer car le système d'exploitation de Google, né officiellement en 2009, donc c'est un système d'exploitation qui est devenu assez mature maintenant, il vient de devenir le deuxième OS le plus vendu en 2020, devant macOS, et cela en plus pour les 10 ans du Chromebook qui viennent de se passer là au mois de mars. Donc, avec le contexte actuel qui pousse les entreprises à adopter le télétravail en masse, tout en améliorant la sécurité, les parts de marché de Chrome OS devraient continuer à évoluer dans ce sens-là. Et donc voilà, on voit un petit graphique des parts de marché avec Chrome OS qui se place en deuxième position avec 10,8% des parts de marché. Donc pour présenter rapidement Chrome OS quand même, on peut dire que ce dernier est basé en fait sur le navigateur Chrome. Et en effet, Google, avec cette réussite, a eu la volonté de créer un système d'exploitation cloud natif. Donc, né dans le cloud pour le cloud. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une adaptation, c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour ça.
Donc, il est développé à partir du noyau Linux, qui est disponible seulement sur les appareils validés par Google, donc qui sont les Chromebooks, des laptops en fait, convertibles ou non, tactiles ou non, etc. Des Chromebase, qui sont des devices all-in-one, et des Chromebox, des mini-unités centrales. Donc, tout cela pour avoir une grande compatibilité entre les composants et afin de mieux gérer les mises à jour système. Donc, quels sont aujourd'hui les objectifs de Chrome OS et de Chrome Enterprise, dont on va parler un petit peu plus tard dans cette présentation. D'ailleurs, Chrome Enterprise, voilà, c'est pour vous situer un petit peu, c'est un MDM qui va vous permettre de gérer les machines qui fonctionnent sous Chrome OS. Donc, l'objectif de ce duo gagnant, c'est dans un premier temps de fournir un accès simple, unifié et sécurisé aux utilisateurs, et dans un second temps, de donner plus de contrôle plus facilement aux équipes informatiques. Tout ça, encore une fois, dans une politique de zéro trust. Donc, ce qui fait la force des Chromebooks, Chromebox, Chromebase, etc. Donc, plus tard, je parlerai juste de Chromebook pour simplifier et pas avoir à les nommer à chaque fois. Donc, c'est leur rapidité, leur simplicité, leur coût très raisonnable, mais c'est surtout la sécurité qu'ils apportent. Et c'est le point sur lequel nous allons insister aujourd'hui. Donc, basé sur le principe de la défense en profondeur, les Chromebooks et autres appareils embarquant Chrome OS fournissent plusieurs niveaux de sécurité déjà de base, de sorte que si l'un des niveaux est contourné, les autres restent actifs. La protection de vos données demeure une précaution importante et on parle, encore une fois, très souvent de politique zéro trust. Ici, justement, les Chromebooks vont vous faciliter la tâche et je vais vous détailler les fonctionnalités de sécurité intégrées dont ils disposent. Tout d'abord, le moyen le plus efficace de se protéger contre les logiciels malveillants, c'est de s'assurer que tous les logiciels sont à jour et que les derniers correctifs de sécurité leur ont été appliqués. Donc, cela peut être difficile à gérer sur les systèmes d'exploitation traditionnels, qui ont de nombreux composants logiciels provenant de nombreux fournisseurs différents. En outre, ceux-ci utilisent des systèmes de mise à jour et des interfaces utilisateurs différents. Les Chromebooks, quant à eux, gèrent les mises à jour automatiquement, de sorte qu'ils exécutent toujours les versions les plus récentes, les plus adaptées et les plus sécurisées. Et cela, toutes les 6 semaines, de façon non invasive, grâce à l'utilisation de 2 versions en fait, du système d'exploitation, un sur lequel vous travaillez et l'autre qui est en fait mis à jour. Et après, les deux versions du système s'intervertissent au redémarrage et vous travaillez sur la version qui est mise à jour pendant que l'autre version, qui est en tâche de fond, se met à jour. 2 autres fonctionnalités très intéressantes qui se complètent bien. La lecture seule, pardon. Grâce à elle, les applications et extensions installées ne peuvent pas modifier le système d'exploitation. Derrière, on a aussi le principe du bac à sable, pour lequel chaque page web et chaque application s'exécute dans un environnement restreint, appelé bac à sable. Et si le Chromebook est dirigé vers une page infectée, celle-ci ne peut pas infecter d'autres onglets, ni d'autres applications sur l'ordinateur, ni aucun autre élément de ce dernier. La menace est donc contenue. Même si un programme malveillant finalement parvient à s'échapper de ce bac à sable, le Chromebook est toujours protégé. Chaque fois que le Chromebook redémarre, il effectue une vérification automatique, appelée démarrage validé. Et si une altération ou une corruption du système est détectée, le Chromebook va généralement se réparer sans aucun effort et restaurer le système d'exploitation qui fonctionnera comme s'il était neuf. Sinon, en cas d'incident sur un Chromebook, parce que voilà, on est toujours dans une politique de zéro trust, il y a toujours la possibilité d'avoir une faille, même si la structure est déjà très, très solide. En cas d'incident sur un Chromebook, il vous suffit d'appuyer sur un bouton ou d'utiliser une combinaison rapide de touches sur le clavier pour passer en mode récupération et restaurer le système d'exploitation dans une version correcte connue. La navigation Internet, quant à elle, se fait avec le très célèbre et sécurisé navigateur Chrome. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, mais avec ce navigateur fiable et sécurisé, les utilisateurs sont avertis lorsqu'ils ont affaire à un site malveillant avant d'y accéder. De plus, vous pouvez également appliquer des paramètres de sécurité supplémentaires et adaptés via la console d'administration Google, dont on parlera tout à l'heure. En ce qui concerne le chiffrement des données,
lorsque vous utilisez des applications web sur un Chromebook, toutes les données importantes sont stockées dans le cloud. Donc, par rapport à ça, on est ultra sécurisé, comme l'a dit Louis. Aujourd'hui, les structures cloud sont bien plus sécurisées qu'une structure locale. Toutefois, certains types de fichiers, justement, vont rester sur la machine, tels que les téléchargements, les cookies, les fichiers du cache navigateur, etc., etc. Donc, le Chromebook va chiffrer ces données à l'aide d'un dispositif matériel, donc la clé Titan C, qui va rendre justement l'accès à ces données très, très difficile. Donc, cette puce Titan C est conçue directement par Google et elle est intégrée à tous les Chromebooks et permet notamment l'authentification à double facteur. Et enfin, pour finir avec les fonctionnalités de sécurité de Chrome OS, le service Google Play Protect vous permet de sécuriser votre appareil. Il effectue, je vais lister un petit peu toutes les fonctionnalités. Il effectue un contrôle de sécurité sur les applications du Google Play Store avant leur téléchargement. En fait, il fonctionne un petit peu comme un antivirus. Il va détecter sur votre appareil les applications potentiellement dangereuses issues d'autres sources. Il vous avertit aussi lorsqu'il détecte des applications potentiellement dangereuses et est capable de les supprimer. Il vous avertit s'il détecte des applications qui ne respectent pas le règlement de Google relatif aux logiciels indésirables. Il vous envoie des alertes de confidentialité concernant les applications susceptibles d'obtenir frauduleusement des autorisations des utilisateurs à leur information personnelle, ce qui est contraire au règlement de Google pour les développeurs. Et donc, toutes ces couches de sécurité amenées par la structure de l'OS sont complétées par la licence Chrome Enterprise Upgrade, qui repose sur les mêmes atouts que Chrome et Chrome OS. Donc, la rapidité, la simplicité et la sécurité. Cette dernière, qui possède également des versions éducation et non-profit, hein, il faut le dire, des versions qui, justement, c'est la même version que Chrome Enterprise pour les entreprises, mais à des tarifs préférentiels pour l'éducation et pour les associations non-profit. Donc, cette licence permet d'accéder en fait à une console d'administration Google via une interface web sur laquelle vous pourrez gérer, provisionner, déployer à distance, hein, il faut bien dire, les règles pour les Chromebooks de votre organisation. Donc, vous aurez accès au support Google 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider dans ces démarches-là, mais aussi à l'accompagnement de GoWithYou, c'est notre travail. Mais surtout à plus de 300 paramètres utilisateurs ou appareils à appliquer de façon individuelle ou groupée, en créant des unités organisationnelles. Ça, on le verra un petit peu plus tard avec mon collègue Sylvain. Donc, ces licences sont rattachées à la machine et non pas à l'utilisateur, ce qui permet de garder un contrôle sur celle-ci, peu importe l'utilisateur. Parce qu'après, voilà, il y a plusieurs modes de fonctionnement de la machine. Une machine peut être partagée avec plusieurs utilisateurs ou un utilisateur peut utiliser plusieurs machines. Parmi les paramètres que vous pouvez gérer, on retrouve les paramètres utilisateurs et navigateurs, les paramètres réseau, les paramètres appareil et tout ce qui touche aux applications et extensions. Vous allez pouvoir, par exemple, gérer l'authentification renforcée, l'authentification unique, la stratégie anti-vol, la navigation Internet en créant notamment des listes blanches et des listes noires, mais vous pourrez aussi installer des applications à distance, paramétrer tout le réseau de votre organisation, etc. etc. Chaque organisation, chaque utilisateur, chaque usage en fait, nécessite de réfléchir aux meilleures politiques à adopter. Et nous sommes là justement pour vous aider, notamment avec l'audit de votre console admin et l'accompagnement à la mise en place de véritables stratégies Zero Trust. Donc, pour la suite de ce webinaire, je vais laisser la main justement à mon collègue Sylvain qui vous parlera un peu plus en détail de la console admin Google et des bons réflexes et usages à avoir en matière de sécurité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour à tous, donc, moi je suis Sylvain Claudel, je suis le directeur technique de GoWithYou et j'interviens auprès de nos clients pour les accompagner dans leur voyage vers Google et leur voyage avec Google a posteriori, donc post-déploiement. Donc on parle d'intégration technique des solutions dans vos écosystèmes existants et on parle de formation des administrateurs. Et je vais vous présenter très concrètement, encore plus concrètement que Vincent, comment ça se passe dans la console d'administration.
Donc je vais vous partager mon écran. Donc comme Louis vous l'a indiqué, vous êtes responsable d'un certain nombre de choses. Google vous garantit un socle de sécurité très, très robuste. Et derrière, vous avez une console d'administration dans laquelle vous allez appliquer les bonnes pratiques de Zero Trust que Louis a pu vous décrire. Par exemple, on va gérer l'annuaire des utilisateurs. Donc ça paraît anecdotique, mais il est quand même très important d'avoir une hygiène sur cet annuaire, donc de traiter les entrées de personnel. Donc ça, en général, c'est facile, hein. Quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, on va lui créer un compte, mais aussi gérer la sortie de la personne, qu'elle soit dans de bonnes conditions et parfois dans de mauvaises conditions. Donc comment on prive l'utilisateur de l'accès aux données confidentielles qui appartiennent à l'entreprise. Donc quand je clique sur la fiche d'un utilisateur, du coup j'ai tout un ensemble de renseignements, on va prendre ma fiche en particulier, qui permettent de voir ce à quoi l'utilisateur a accès. Donc quels sont ces groupes qui servent à donner des accès au Drive, par exemple, dans lequel il est membre, quels sont les moyens de sécurité qu'il a mis en œuvre pour se connecter à son compte. Donc là, on voit, par exemple, que j'ai mis en place l'authentification en 2 facteurs. Quelles sont les applications que j'ai connectées à mon compte. Donc auparavant, dans l'ancien monde, un utilisateur quittait l'entreprise, on récupérait son ordinateur, on fermait son bureau à clé, il n'accédait plus au système d'information. Aujourd'hui, avec le mode cloud, on accède depuis n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à ces données d'entreprise, et il faut prendre la précaution de ne pas se contenter, par exemple, de réinitialiser le mot de passe. Vous réinitialisez le mot de passe, donc ça va permettre potentiellement à l'utilisateur de ne plus se connecter en interactif à ces données Google. En revanche, il peut très bien y avoir un certain nombre d'accès donnés à des applications tierces, avec ou pas votre contrôle. Donc là, on en voit quelques-unes, par exemple, qui sont aujourd'hui connectées à mon compte Google et qui vont continuer d'avoir cet accès via un protocole qui s'appelle le protocole OAuth. Donc il faut aussi révoquer tous ces accès, au-delà du mot de passe utilisateur qui est réinitialisable ici. On va également pouvoir suspendre le compte utilisateur, c'est-à-dire le bloquer complètement. Donc, ce qui est plutôt la meilleure pratique, plutôt que changer son mot de passe. Donc, comme ça, d'un seul coup, vous allez supprimer l'accès à son compte. Donc après, il faut tout ça le décrire dans une charte et définir également ce que l'on fait des données une fois que l'utilisateur a quitté l'entreprise, combien de temps on les conserve, à qui on les transfère, etc., etc. On peut mettre des règles de sécurité, évidemment, hein, on en a parlé tout à l'heure, donc des règles sur les mots de passe, mais plus vous allez renforcer les exigences sur les mots de passe, plus vous avez de chances que l'utilisateur l'utilise un mot de passe complexe, il va essayer de le retenir dans son cerveau et essayer de l'utiliser sur plusieurs sites internet, ce qui serait potentiellement contre-productif. Donc ça va être un peu la limite de la gestion des mots de passe par l'humain. Donc l'humain peut s'appuyer sur des outils de gestionnaire de mots de passe. Le navigateur Chrome embarque un gestionnaire de mots de passe qui va stocker pour vous des mots de passe et surtout en générer des très complexes pour chacun des sites internet sur lesquels vous devez vous authentifier. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique qui peut être mise en œuvre de manière très rapide. Au-delà de ça, un mot de passe reste quand même toujours relativement facile à contourner. Donc on va pouvoir mettre en place l'authentification en 2 facteurs. Donc autrement appelé validation en 2 étapes. Donc on va exiger de la part des utilisateurs de faire des actions de configuration d'un moyen d'authentification en 2 facteurs. Donc on a parlé tout à l'heure, donc le smartphone en est un, Google Authenticator, les notifications, etc. Des clés de sécurité peuvent être aussi proposées, donc des clés physiques qui contiennent un code unique qui va prouver que vous êtes bien la bonne personne en train de vous connecter à votre compte. Voilà. Donc tout ça contribue à enrichir votre contrôle de qui accède au compte de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a vérifié et géré les accès des utilisateurs, on va s'attarder sur tout ce qui est appareil. Donc aujourd'hui, dans la console d'administration de Google, on va évidemment pouvoir gérer nativement les appareils Chrome, hein, donc à travers ce que vous décrivez tout à l'heure, Vincent. Donc, on a une licence d'administration des appareils avec plusieurs centaines de paramètres. Par exemple, sur vos Chromebooks, vous allez pouvoir interdire les comptes personnels des utilisateurs ou supprimer automatiquement les données des Chromebooks à l'issue de la fermeture de session si vous êtes sur des appareils de près. On va pouvoir gérer les mobiles, donc notamment les appareils Android. Donc on a
3 curseurs, hein. Le curseur où on ne fait pas le zero trust, c'est-à-dire on laisse entrer n'importe quel appareil mobile sur votre plateforme. Le mode qu'on va qualifier de BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire que le collaborateur arrive avec son propre téléphone et va avoir l'obligation d'installer un conteneur sécurisé professionnel. Donc vous voyez sur cet écran, on a la vie personnelle avec un Play Store personnel, et on a la vie professionnelle avec un Play Store professionnel. La petite pastille bleue qui est sur chaque icône applicative montre que l'administrateur aura approuvé certaines applications et uniquement certaines à se connecter aux données de l'entreprise. Donc au niveau des smartphones, on va pouvoir gérer l'approbation, le cryptage, les mots de passe, les applications, effacer les données à distance. Et on va aussi pouvoir aller vers le troisième curseur qui consiste à se rendre propriétaire des téléphones. C'est-à-dire que je suis entreprise, je distribue des téléphones, et ces téléphones-là sont verrouillés uniquement aux données d'entreprise. Donc impossibilité d'accéder à son compte personnel, par exemple, sur le téléphone. Petite parenthèse sur l'Android. Android est personnalisé aujourd'hui par beaucoup de constructeurs, donc Samsung, Huawei, etc. Donc chaque constructeur y va de sa petite customisation et dérivé de l'Android original. Vous avez un programme qui s'appelle Android One qui référence un certain nombre de téléphones, donc de différents constructeurs. On a Nokia, Motorola par exemple, qui sont 100% Android. Savoir que vous avez uniquement le système Android et les applications de Google sur ce système Android. Par exemple, l'application téléphone, contact et agenda sont les applications de Google. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur un Samsung que vous achetez dans le commerce. Vous avez un noyau Android, mais qui a été personnalisé et qui contient les applications de téléphonie, d'agenda et de contact de Samsung. Donc quand vous signez un contrat avec Google, vous le signez avec Google, vous ne signez pas avec Samsung. Donc les données qui sont potentiellement collectées par Samsung sortent de votre contrôle potentiellement. Donc c'est un point important, et vous pouvez également faire l'acquisition de Pixel, hein, qui sont des téléphones qui sont produits et conçus par Google. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui Chrome OS. Chrome OS, que vous achetiez un Chrome OS chez Acer, Asus, Lenovo, HP, etc., restera le Chrome OS originel. Donc ils n'arrivent pas forcément tous en même temps, le temps de tester les différentes versions, mais un Chrome OS, quel que soit l'appareil, restera 100% Google. On a les autres systèmes d'exploitation qui sont ici appelés des points de terminaison. Donc les points de terminaison, on va retrouver les postes Windows, macOS ou Linux qui vont remonter comme étant des appareils se connectant à votre système. Donc le but du jeu, ça va être de désinventorier et de récupérer par exemple le numéro de série de votre ordinateur Windows pour pouvoir le marquer comme étant détenu par l'entreprise. Donc vous voyez ici dans la colonne propriété, on voit que tous ces appareils n'ont pas été tagués par l'administrateur comme étant détenus par l'entreprise. Une fois qu'ils sont détenus par l'entreprise, ça va nous permettre de mettre des règles disant que je n'accepte sur Gmail ou sur Drive ou sur l'ensemble de mon écosystème Google que les appareils qui m'appartiennent. Donc pour cela, on a un programme d'accès contextuel qui est ici, qui permet de définir des niveaux d'accès, par exemple, pour les ordinateurs internes. On voit ici qu'il y a une obligation d'avoir un appareil détenu par l'entreprise. Si on veut aller sur du BYOD, on peut exiger, par exemple, qu'il y ait un mot de passe, que l'appareil soit chiffré, qu'il y ait des versions de Windows ou de macOS qui soient d'un certain niveau pour être au maximum sécurisé, quand bien même on accepterait des ordinateurs personnels des collaborateurs. On a un autre appareil, en tout cas qui est considéré comme un appareil par Google, c'est le navigateur. Donc là, de la même manière où on a marqué certains ordinateurs comme appartenant à l'entreprise, on va avoir la possibilité de marquer votre navigateur sur vos ordinateurs, enfin vos navigateurs sur vos ordinateurs de l'entreprise comme étant des navigateurs gérés. Donc, par exemple ici, on a un ordinateur sur lequel on a déployé une clé de registre qui fait que le navigateur remonte comme étant géré par l'administrateur. Et on a du coup une liste des applications du Chrome Web Store qui sont installées sur ce navigateur et que l'on va pouvoir approuver ou au contraire bloquer. Donc on va plutôt fonctionner avec des listes blanches.
Donc, du coup, ça me fait aller vers les différents magasins d'applications qui gravitent autour de la solution. Donc, on a le Chrome Web Store qu'on vient d'évoquer juste un instant, que l'on va pouvoir maîtriser, c'est-à-dire fonctionner en liste blanche. On a le Play Store d'Android, qu'on va également gérer en liste blanche, donc à travers les différents niveaux de gestion des téléphones, soit BIOD, soit téléphone propriété d'entreprise. Et on a la Marketplace, que l'on va également pouvoir gérer de manière centralisée dans la console d'administration. Donc voilà où ça se passe. Donc on a des applications pour les mobiles, des applications Marketplace, donc c'est plutôt des applications tierces faites par des éditeurs autres que Google, auxquelles il faut accorder sa confiance. Donc on accorde sa confiance technique. Est-ce que cette application va accéder aux données dont elle a besoin uniquement? Et la confiance d'un point de vue juridique, on parle de RGPD, etc. Donc il faut s'assurer que les éditeurs que vous permettez d'accéder à vos données sont du même niveau de protection des données que Google peut vous apporter. Donc on met un ensemble de critères de confiance sur votre plateforme d'administration, et tout ça n'empêche pas le contrôle. Donc on a un ensemble de rapports qui sont à votre disposition, et notamment, on parle beaucoup de CryptoLocker ou de malware, de collecte de vos données. Donc on a un journal d'audit de ce qui se passe en Drive. Donc on a une traçabilité complète des ouvertures, fermetures, téléchargements, renommages, suppression des fichiers à l'intérieur de vos différents drives. Donc ça peut vite représenter du volume. Donc on a une fonctionnalité qui est également disponible. Alors tout ça, je vous fais grâce des différentes segmentations de licences qu'il peut y avoir au niveau de la Google Workspace. Mais dans certaines versions, on a possibilité d'exporter ces données d'audit vers un big data, donc le big data de Google qui s'appelle BigQuery, et d'y brancher un outil de décisionnel. En l'occurrence, on a fourni par Google Data Studio, qui va nous permettre, par exemple, d'établir toutes les semaines un top 10 des utilisateurs qui ont téléchargé des données ou qui ont renommé des données, de manière en proactif, aller rechercher si un utilisateur malveillant est parti avec tout le fichier client, ou au contraire, une application malveillante, un malware, a pu, malgré toutes les sécurités qu'on a mis en place, contourner le système et renommer en masse et les crypter en masse des fichiers. Donc voilà les différentes actions préventives, correctives et sécuritaires que l'on peut mettre en place à travers la console d'administration en quelques minutes. Merci Sylvain, merci à tous. On va passer à la conclusion, donc je vais partager mon écran pour conclure, en respectant le timing qu'on s'était proposé. Tac, j'arrive. Voilà, donc en quelques mots sur la conclusion, donc grâce à ces trois interventions, on peut comprendre qu'on a aujourd'hui, on dispose de toutes les solutions pour sécuriser les accès, que Chrome OS est une solution vraiment très sérieuse à considérer aujourd'hui. Pour information, il y a des entreprises comme par exemple Veolia qui ont décidé de déployer, ils visent le 100% Chrome OS dans toute l'organisation. Donc ça prouve bien le sérieux de la proposition. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire? C'est de passer à l'action. Donc communiquer auprès des utilisateurs plutôt en développant une image de confiance plutôt que de la peur. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser, pourquoi pas, un pilote autour de Chrome, Chrome Entreprise et Chromebook, Chromebox. On aurait pu aussi parler d'ailleurs des Chromebox for Meetings, qui sont les solutions de visio. On peut aussi vous proposer d'auditer votre console d'administration pour vous proposer un rapport de préconisation, et puis aussi former les utilisateurs aux bonnes pratiques. Donc tout ça, c'est des prestations qu'on est susceptible de vous apporter. On a prévu de passer quelques minutes pour répondre à vos questions. Avant ça, donc, je voulais annoncer aussi le concours qu'on lance cet après-midi. Il y aura 2 Chromebooks avec les licences entreprises à gagner. Ça va se passer sur les réseaux sociaux.
Donc on fait ça grâce à une contribution de Google, de GoWizio. Voilà, pour ceux qui le veulent. Alors, est-ce qu'il y a des questions à traiter? On va regarder, je vais regarder rapidement. Vous pouvez aussi, on n'est pas trop nombreux, hein, si certains veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi interpeller Sylvain, Vincent, Louis ou moi-même. N'hésitez pas. Qui va poser la première question? Alors, je vais peut-être répondre à David, oui. Oui, merci Sylvain, avec plaisir. J'ai commencé à répondre dans le chat. Donc, la question, c'est de savoir si, en installant FileStream sur un ordinateur, on expose ces données. Donc, la réponse est oui, puisqu'on va monter un lecteur réseau sur le Windows connecté à Google Drive. Donc, ce qui du coup nous fait un mode hybride. On est dans l'ancien monde et le nouveau monde en même temps, et expose du coup des données, puisque c'est un lecteur réseau. Donc, s'il y a un malware qui passe sur le Windows, va être capable de crypter les données via ce biais-là. D'où l'importance du discours que je tenais tout à l'heure de marquer les machines comme étant propriété de l'entreprise, sur lequel on va mettre les antivirus qui vont bien, ne pas donner les droits admin aux utilisateurs, donc avoir un certain nombre de bonnes pratiques côté machine, notamment Windows, hein, puisque c'est surtout Windows qui est touché par ce genre de choses, et n'autoriser FileStream que sur ces machines-là, si on est vraiment contraint par l'utilisation de FileStream. L'autre point, c'est la partie corrective, c'est-à-dire qu'une fois que les données ont été cryptées dans le drive, on a un mécanisme de versionnage. Toutes les données que vous modifiez dans FileStream, un document Word par exemple qui serait modifié sur Windows et synchronisé avec FileStream, génère une version précédente. Donc avec un script, on arrive du coup à revenir en arrière sur tous les fichiers qui ont été cryptés. Voilà. Donc c'est laborieux. Hein. Donc là c'est laborieux. Donc l'autre bonne pratique que l'on peut vous conseiller, c'est d'archiver les données. C'est-à-dire on a été habitué à ne plus avoir de limite de classeurs ou de placards dans nos bureaux. On a un stockage quasi illimité maintenant dans le cloud, et on a du coup perdu cette habitude de mettre ces classeurs, une fois qu'ils sont terminés, dans des boîtes à archives, et une fois que ces boîtes à archives sont remplies, les mettre à la cave dans un coffre-fort. Donc ça, on a perdu cette habitude-là, et c'est peut-être aussi une habitude qu'il faudra reprendre, de manière à déplacer les données vers des endroits de plus en plus sécurisés, où, du coup, encore une fois, on est dans le zéro trust, on ne fait pas confiance à des placards ouverts aux quatre vents. J'ai envie de réagir aussi en disant que souvent cette question de dire qu'est-ce que je garde sur mon poste de travail, qu'est-ce que je laisse, est-ce que mon usage est 100% cloud ou bien est-ce que je continue d'avoir un usage sur mon poste de travail? On peut aussi se poser la question de l'intérêt de garder des données sur son poste de travail. Justement, il y a je crois que c'est David aussi, vous, qui posiez une question au sujet des backups. Donc, Sylvain a commencé à y répondre, mais il y a aussi des solutions de backup cloud qui sont très pertinentes. Et je pense que là, c'est aussi intéressant. Alors, on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais si on regarde, faut savoir à qui on confie ses données. Voilà. je cite pas de nom, mais c'est important que ce soit, comme Louis le disait, aujourd'hui, les trois acteurs incontournables, Azure, AWS et Google Cloud, c'est des acteurs d'envergure mondiale. Et bon, c'est important de savoir à qui on confie ses données, de vérifier un petit peu. Si je peux juste rajouter un mot, je crois qu'il faut bien pas oublier qu'il y a beaucoup d'erreurs qui viennent aussi de façon involontaire des collaborateurs. Il n'y a pas que des collaborateurs qui font des vacheries exprès. On peut, sans le souhaiter, demander l'effacement d'un document dans un dossier ou autre. Et donc, il y a toujours des possibilités sur le parti contenu donné de faire des erreurs personnelles. Si on met à la poubelle un document, eh bien, on le perd. Donc, il est parfois utile de se protéger contre ses propres erreurs en faisant, comme tu le rappelais, Patrick, des backups. Moi, je fais un certain nombre de backups pour me protéger de mes propres bêtises potentielles. Il n'y a pas que des acteurs malveillants. Il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent, par inadvertance, faire des erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour Sébastien, oui moi j'aurais une petite question. Donc, concernant l'administration des postes Windows dans l'administration de Google, est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit si on a aussi des GPO déjà mis en place sur les postes? Les GPO sont prioritaires. Les GPO sont prioritaires par rapport à cette config. Merci beaucoup. Okay. D'autres questions? Il y avait une question de Mathieu dans le chat à laquelle on n'a pas encore répondu. Comment changer la propriété d'un appareil dans appareil mobile et point de terminaison, donc dans la console Google Workspace, pour qu'il puisse passer de détenu par l'utilisateur à détenu par l'entreprise? En fait, on va importer les numéros de série des différentes machines que l'on souhaite passer en mode détenu par l'entreprise. Alors, tout ce qui est appareil Windows, Mac, etc., c'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui est terminaux Android, ça peut passer par une réinitialisation de la machine. Alors, vous récupérez les numéros de série, vous les importez dans la console d'administration. Au niveau de l'inventaire d'entreprise, dans la gestion des appareils, et à la réinitialisation du téléphone Android, quand un utilisateur de votre entreprise va se connecter, il va y avoir un transfert de propriété à ce moment-là. Ok, on a une autre question de Thomas, je pense. Bonjour, sur un domaine Windows traditionnel, un poste de travail peut être utilisé par plusieurs collaborateurs via session utilisateur. Peut-on avoir le même fonctionnement via une Chromebox, par exemple, c'est-à-dire plusieurs utilisateurs différents qui vont se connecter à un même terminal? Je suppose que oui, mais j'aimerais savoir si c'est une pratique courante. Ouais, alors j'ai répondu dans le chat, c'est hyper courant. Donc on a le cas des écoles notamment, on a des classes mobiles et les élèves se partagent les Chromebooks toute la journée. Donc chaque élève se connecte avec son identifiant et donc il y a un système de sandboxing naturel sur Chrome OS. Donc le système est protégé, mais chaque session utilisateur fait l'objet d'un conteneur sécurisé qui lui est propre, donc ce qui évite d'aller voir les données des copains sur la même machine. Ça va jusqu'aux applications. C'est-à-dire que si vous avez déployé une application sur 10 utilisateurs et que les 10 utilisateurs se connectent sur un même Chromebook, l'application va être déployée 10 fois. On est vraiment au-dessus de ce que propose un poste Windows. Par exemple, on installe Word, il est disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Donc si le Word est corrompu, il est corrompu pour tout le monde. On a des entreprises aussi qui maintenant adoptent des pratiques de laisser en libre service des Chromebooks à l'accueil quand vous arrivez en bas de votre immeuble, de votre bureau. Si vous êtes venu les mains vides, vous prenez un Chromebook, vous travaillez avec, et en repartant, vous le replacez dans son armoire, il va se recharger, il va se réinitialiser et il sera prêt pour la prochaine personne qui voudra l'utiliser. Alors, les points de terminaison Linux sont, je vois les autres questions, les points de terminaison Linux sont gérés également. Il n'y a pas d'impact, Samuel, sur le fait de marquer un ordinateur comme appartenant à l'entreprise plutôt que l'utilisateur, tant que vous ne mettez pas de règles. À partir du moment où vous mettez des règles, il va subir les règles que vous aurez imposées aux appareils qui sont détenus par l'entreprise. Voilà, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci, un énorme merci à Louis de nous avoir prêté main forte sur ce thème avec toute ton expertise. Et puis, ce webinaire va être disponible sur notre site. Je profite aussi pour vous dire qu'on a un blog très actif avec un podcast aussi qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur toutes les offres qu'on propose. Donc, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. On aura un webinaire sur la thématique de la signature et de la communication interne-externe avec les solutions de Google. Voilà. Bonne journée à tous. Merci à tous et à toutes et très bonne journée en toute confiance. Merci. Au revoir. N'oubliez pas de vous déconnecter. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Ok.